Vendredi 25 mai, journée de l'Afrique. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce 13h. La célébration de la journée de l'Afrique a été marquée ici à Bamako par la montée des couleurs à la Tour de l'Afrique sous la présidence du Premier ministre Dr Cheikh Modibo Diarra. Le chef du gouvernement a saisi cette occasion pour appeler les Maliens à la cohésion afin de relever les défis du moment. Nous vous proposons un extrait de l'intervention du Premier ministre Dr Cheikh Modibo Diarra. Il est au micro de notre reporter Amadou Sankari. Ce que nous venons de faire ne fait que renforcer la position du Mali qui a été, depuis la signature, n'est-ce pas, de traité en 1963, nous sommes toujours restés dans l'idée que les États qui ont été cassés en Afrique ne peuvent pas prospérer et qu'il fallait créer des ensembles sous-régionaux et régionaux. Donc nous sommes encore dans cette logique. Et je suis réconforté par la présence de la jeunesse ici, qui non seulement est le futur évidemment, mais qui représente nos acteurs et nos dirigeants futurs, qu'ils puissent embrasser justement cette notion de l'intégration de l'Afrique, me fait vraiment chaud au cœur. D'autre part, nous avons la fédération, n'est-ce pas, de communautés africaines qui se trouve dans notre pays et qui, chaque année, organise cet événement. Est-ce qu'il y a un message particulier aujourd'hui à l'endroit des populations maliennes? Bien sûr, je pense que d'une part, il faudrait que les populations d'abord soient rassurées, que le gouvernement travaille d'arrache-pied, n'est-ce pas, pour essayer de résoudre le problème du Nord au plus vite. Et en même temps, ce qui doit rassurer cette population, c'est que non seulement le Mali lui-même est un pays qui va s'organiser et prendre en charge son destin, mais que ce pays puisse s'appuyer non seulement sur les communautés sous-régionales, mais aussi sur la communauté internationale. Donc que les gens, cela va prendre un peu de temps, mais la solution sera là et nous essayons de faire en sorte que le temps non seulement soit le plus court, mais qu'il soit le plus léger possible jusqu'à la reconquête totale de notre territoire. Voilà le reportage complet de Amadou Sankare, ce sera dans notre édition du soir. Le président de la République, Dioncounda Traoré, est actuellement à Paris. Il a été admis depuis hier dans un hôpital pour des analyses complémentaires après l'agression dont il a été victime. Nous vous proposons d'écouter le Premier ministre, Cheikh Modibo Diarra, qui lui a parlé au téléphone dès son arrivée. Des propos qui sont recueillis par ici par Ibrahima Traoré. Mes chers compatriotes, je me fais aujourd'hui un plaisir et un devoir de venir vers vous, vous informer qu'hier, le président de la République, le professeur Dioncounda Traoré, est bien arrivé à Paris. Je lui ai parlé moi-même pendant que son avion roulait encore, avant même d'arriver au parking, et il était dans une très bonne disposition d'esprit. Et l'on m'a appris ce matin qu'il est rentré à l'hôpital pour une observation pour toute la journée, afin de déterminer exactement ce qu'il y a lieu de faire et dans quel état il se trouve. Alors, dès que j'aurai les résultats de cette journée d'analyse, je reviendrai avec vous pour vous mettre au courant de son état de santé. En attendant cela, je vous invite tous à prier pour lui, pour vraiment un prompt rétablissement et que Dieu garde le Mali. Les représentants de la Cour suprême, les magistrats de la Cour d'appel, les tribunaux de première instance et autres agents du système judiciaire se sont concertés hier ici à Bamako, une journée d'échange qui a porté sur les mesures privatives de liberté au Mali. À l'issue de la journée présidée par le ministre de la Justice plutôt, il a été annoncé une plus grande attente et suivi du respect des délais de détention provisoire. Mahamadou Doumbia pour le compte rendu. Concernant cette journée d'échange sur les mesures privatives de liberté, plusieurs thèmes ont été discutés comme par exemple le rôle et la responsabilité du procureur de la République dans le contrôle de la garde à vue, les pouvoirs de la chambre d'accusation en matière de détention provisoire, l'administration pénitentiaire et la détention provisoire.
L'objectif général de cette journée est de sensibiliser les membres de la famille judiciaire, notamment les magistrats et les officiers de police judiciaire, sur la nécessité de protéger les droits des personnes faisant l'objet de mesures privatives de liberté. Le respect de la réglementation relative aux mesures privatives de liberté est indispensable pour contrer l'arbitraire et faire en sorte que le plus fort n'oppresse pas le plus faible. Cette journée d'échange a pour but de trouver sur la base de nos discussions les mesures rapides et urgentes que l'on pourrait prendre pour faire respecter davantage les dispositions du Code de procédure pénale relatives aux mesures privatives de liberté, pour faire en sorte que toute la chaîne pénale puisse jouer pleinement son rôle dans la protection des droits des citoyens. À l'issue de cette journée qui fait suite à plusieurs constats, des recommandations ont été adoptées. Recommandations qui permettront de respecter la réglementation relative à la garde à vue et au respect du délai de la détention provisoire. Une éducation de base de qualité, à cela veut contribuer Right to Play, qui est venu en aide à l'administration scolaire. L'ONG a remis des dons composés d'équipements informatiques, didactiques et sportifs au service technique de la Direction nationale de l'enseignement fondamental. La valeur du don est estimée à 15 millions de francs CFA. Salima Tandao est allé voir. Right to Play, l'ONG internationale qui œuvre pour l'amélioration des conditions de vie des enfants dans les zones défavorisées, dans le domaine de l'éducation, de la santé et de la paix, à travers le sport et le jeu, a réitéré une fois de plus son engagement envers le gouvernement malien avec la remise d'équipements informatiques, didactiques et sportifs. Après avoir visionné un film documentaire sur les réalisations de Right to Play, les heureux bénéficiaires qui sont les académies d'enseignement de Bamako, les centres d'animation pédagogique et la Direction nationale de l'enseignement fondamental ont reçu chacun un lot d'équipements. Une action qui, selon le donateur, va en droite ligne avec ses convictions. Cela vient aussi normé parce que pour nous, le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, la situation par laquelle nous passons aujourd'hui nécessite des actions, des actes concrets, des actions assez fortes pour pouvoir faire sentir à l'autre que notre pays n'est pas parti, que notre pays est toujours là pour les soutenir, à répondre aux besoins qu'ils expriment et même à ceux qui sont ressentis mais non exprimés. Les bénéficiaires reconnaissants du geste de leurs partenaires s'engagent à faire un bon usage du matériel. Quand on a un partenaire qui offre ce matériel, et pratiquement près d'une dizaine de structures, on ne peut qu'être comblé. Nous pensons que ce moyen nous permettra d'améliorer effectivement le travail de nos agents. Cette remise d'équipements informatiques, didactiques et sportifs concerne le district de Bamako et le cercle de Bougouni, des équipements dont la valeur s'élève à 15 millions de francs CFA. Action humanitaire pour le Nord, les populations des 3 régions nord du Mali continuent de recevoir les vivres et les médicaments apportés par la première caravane humanitaire. Le président du Haut Conseil islamique rassure que les bénéficiaires ont bien reçu les dons. Mahmoud Diko nous informe qu'un autre convoi humanitaire se prépare pour secourir nos compatriotes en détresse. Il l'a dit au micro de notre reporter Ibrahima Traoré. C'était une première expérience. La caravane est partie, elle est arrivée à bon port. La distribution est en train encore d'avoir lieu là-bas. Dieu merci, tout s'est très bien passé. Tout s'est très bien passé. Ceux qui sont partis à Kidal sont arrivés, à Gao ils sont arrivés, à Tombouctou ils sont arrivés. On est en train aussi de préparer un deuxième convoi qui va aller dans les cercles cette fois-ci. Inch'Allah. Vous savez, c'est un travail qui difficilement peut être sans difficulté. Les gens, ils pensent qu'on travaille comme si c'est la normalité. Nous sommes dans une situation de crise. Il y a des hauts et des bas dans cette affaire-là. Nous travaillons dans une zone où il n'y a pas de présence de l'État. Il n'y a pas l'administration. Les élus n'ont pas droit au chapitre. Alors, pour travailler dans des conditions comme ça, il faut vraiment faire preuve de beaucoup d'imagination et beaucoup d'habileté. On est en train de négocier, peut-être même, Inch'Allah, si Dieu le veut bien, le retour de la santé, voir comment les hôpitaux, dans les ESCOM, les agents peuvent partir là-bas. Des agents qui vont être continués à être payés par l'État. C'est des choses qu'on est en train de négocier, mais de façon pédagogique. Je pense que nous avons vu certaines déclarations dans des journaux
dans certaines presses qui ne sont pas très exacts. Et que des gens leur ont dit que bon, tout ce qui est allé là-bas a été donné à ces gens-là, ils ont emmagasiné, que personne n'a accès à ça. Je pense que ce n'est pas exact. Le rapport 2012 d'Amnesty International sur la situation des droits humains dans le monde vient de paraître. Il a fait l'objet de discussions hier entre les responsables d'Amnesty International Mali et la presse. Un document de 417 pages qui contient 5 résumés régionaux et une étude au cas par cas de 155 pays et territoires. Il fait écho des appels exigeant le respect des droits humains qui n'ont cessé de résonner dans le monde en 2011. Abdraman Maïga nous parle de ce rapport. Le rapport annuel 2012 de Amnesty International, objet de la présente conférence de presse, est un document de 417 pages qui raconte de la situation des droits humains dans le monde en 2011. À travers 5 résumés régionaux et une étude au cas par cas de 155 pays et territoires, le dit document se fait l'écho des appels exigeant le respect des droits humains qui n'ont cessé de résonner dans le monde. Et pour preuve, le rapport fait ressortir que plus de 500 000 personnes meurent chaque année de violences armées. Et des milliers de personnes subissent des blessures ou une répression brutale ou sont soit violées ou sachées de ce zèle par ces conflits. Et pire, selon la même source, entre 2009 et 2010, le monde a connu 523 conflits armés qui ont occasionné plus de 1000 morts par jour. Comme d'habitude, ce rapport n'établit pas de classement entre les pays en matière de droits humains. En outre, le fait qu'un pays n'y figure pas ne signifie aucunement qu'il ne s'y passe rien en matière de violation des droits humains. L'étude reflète également l'approche de cette organisation internationale dans son combat contre les violations des droits humains. Elle examine les problèmes posés et les possibilités de changement dans un pays ou dans une région donnée. Le rapport témoigne non seulement du sort réservé à toutes ces femmes et tous ces hommes dont l'existence est marquée par des atteintes aux droits humains, mais également de l'action de celles-ci et de ceux qui continuent de se mobiliser au nom du principe de la dignité humaine. Il n'est pas superflu de souligner qu'une dynamique favorable à l'abolition de la peine de mort se confirme en Afrique. Cette cérémonie a également été l'occasion pour les représentants d'Amnesty International Mali de faire un état de lieu de la situation des droits humains dans le nord du Mali. À travers des témoignages, la presse et toute l'assistance ont été largement édifiées sur la nature de ces violations et les exactions commises par les bandits armés sur les populations vivant dans cette zone occupée par les islamistes et leurs acolytes. Et nous en venons au grand format de cette édition consacrée à la journée de l'Afrique, aujourd'hui 25 mai. L'occasion est donc bonne pour parler du cas des étudiants africains au Mali. Ils sont répartis entre les différentes écoles supérieures et les facultés. Celle de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie accueille à elle seule plus de 5000 étudiants africains. Alors la question qu'on se pose est s'ils sont bien intégrés au Mali, s'ils entretiennent de bonnes relations avec leurs camarades maliens et les difficultés auxquelles ils sont confrontés. C'est dans ce dossier de Bourama Traoré. L'intégration africaine est-elle un mythe ou une réalité? S'interroge pas mal d'Africains. Pour bon nombre de dirigeants du continent, cette intégration est un processus nécessaire et irréversible. Le Mali, on le sait, compte beaucoup d'étrangers et est vu comme une terre d'accueil. En la matière, les écoles supérieures et universités de Bamako sont assez illustratives. Cap sur la faculté de pharmacie et celle de médecine et d'odontostomatologie. Les deux facultés accueillent 5250 étudiants étrangers, soit 10% de l'effectif global. Selon ces non-nationaux, le choix du Mali n'est pas fortuit. Avec les recherches sur Internet, j'ai pu comprendre que le Mali c'était un beau pays pour pratiquer, pour venir étudier en médecine. C'est pourquoi j'ai choisi le Mali comme un pays. Et aussi que le diplôme en médecine est reconnu internationalement. Au Niger, il n'y a pas une faculté de pharmacie. C'est ce qui m'a poussé à venir ici au Mali pour faire mes études de pharmacie. L'université de la faculté de médecine de Bamako était l'une des 2 meilleures universités de la sous-région, quand même après le Sénégal. Bon, c'est la raison. En décidant de poursuivre leurs études universitaires au Mali, les étudiants étrangers estiment ne pas se tromper de destination. Provenant d'une quinzaine de pays du continent, ces non-nationaux se disent convaincus d'une chose, l'intégration africaine n'est pas un vain concept au Mali. Étant des jeunes Africains
Nous qui cherchons l'intégration africaine dans le mérite, on choisit facilement un pays comme le Mali où on peut facilement être accueilli et se sentir dans sa peau, comme à la maison. Les Maliens, ils sont plutôt, c'est cool, c'est paisible, ils sont très accueillants, donc on se sent comme à la maison. C'est pas comme s'il y a la discrimination ou bien du racisme, non, c'est bien. Je me sens quand même comme chez moi, on partage presque les mêmes coutumes, n'est-ce pas, les mêmes vies, modes de vie. C'est à peu près comme si je suis au Niger, seulement c'est la différence de la langue. Et c'est venu avec le temps, j'arrive à comprendre un peu. C'est dire que l'intégration africaine n'est pas qu'économique ou monétaire, elle est aussi humaine et sociale. Sur ce point précis, les rapports entre les étudiants étrangers et leurs camarades maliens sont on ne peut plus fraternels. Ce sont des rapports de fraternité et des rapports de communion, d'amitié, des rapports très collégiaux. Ils se sentent ici chez eux, on n'a pas assez de problèmes avec eux, nous les considérons comme les nôtres. La relation avec mes camarades maliens est une relation de frères. Ça veut dire, il faut que je le dise également, je me sens plus en sécurité au Mali. Avec choix qu'on les accueillons et ils se comportent extrêmement bien au cours de nos enseignements. Et ils participent énormément au cours, différents travaux dirigés que nous organisons. Et ils sont extrêmement studieux et très assidus. Même appréciation sur les autorités universitaires. Ces dernières se réjouissent surtout de la discipline et du travail de nos frères africains. Ils travaillent correctement et nous sommes vraiment satisfaits aussi de leurs résultats scolaires et dans les hôpitaux aussi. Vraiment, ce sont des étudiants qui travaillent correctement, ils s'occupent bien des malades et dans les laboratoires aussi, ils manipulent très bien. Il y a de tradition dans notre faculté, à la fin de chaque année, de récompenser les plus méritants. Et ce que nous avons constaté depuis plusieurs années, que ces étudiants étrangers se retrouvent très souvent sur le podium. Donc, c'est ce qui veut dire que ces étudiants, en tout cas, sont de très bons étudiants. Du côté du département de tutelle non informelle, en matière d'intégration, le Mali est un modèle en Afrique. Dans la toute première constitution du Mali et jusqu'à aujourd'hui, il y a une disposition qui dit que le Mali est prêt à abandonner une partie de sa souveraineté ou toute sa souveraineté pour atteindre les objectifs d'intégration africaine. Alors ceci commande toute la politique de ce département et tous les actes que nous posons au Mali. Alors dans ce cadre, le département a la mission et la lourde mission d'assurer la promotion de la culture panafricaniste et la culture de l'intégration. L'engagement des autorités maliennes reste intact. Il faut donner plus de place et corps à cette vision africaine. Nous avons un message à apporter aux communautés africaines. D'abord les rassurer qu'elles sont chez elles. Elles sont chez elles au Mali. Nous serons ensemble pour bâtir le Mali et les autres pays africains. Un premier message. Un deuxième message, ça va être essentiellement à l'attention de la jeunesse, qui est l'avenir de demain, l'avenir de l'Afrique. Nous voulons dire à cette jeunesse que nous avons une vision communautaire, c'est la vision 2020. Elle dit quoi cette vision? Elle voudrait que nous passions de l'intégration des États à l'intégration des peuples. Étudiants, enseignants et autorités, tous s'accordent donc sur la bonne marche de l'intégration au Mali. Cependant, insiste-t-il, les autres pays doivent aussi fournir des efforts pour que cette intégration soit effective sur le continent. Et oui, bien sûr, Bourama Traoré l'a dit, l'intégration africaine qui est donc en bonne marche. On dit bonne fête à tous les Africains. Sur ce, se referme cette édition. Celle du soir vous sera présentée par Aïssata Ibrahim Maïga. Merci de votre attention. Bonne suite du programme sur l'OATM. On se dit à demain 13h.